Dans la nuit du 15 au 16 mars, les États-Unis ont frappé le Yémen, ciblant les rebelles houthistes. Au moins 31 personnes sont mortes et une centaine ont été blessées dans ces bombardements qui ont notamment visé la capitale, Sanaa. Donald Trump a ordonné ces frappes en réponse aux menaces houthistes contre Israël et la circulation maritime dans la région. Quelques heures plus tôt, aux États-Unis d'Amérique, une conversation secrète a lieu. 15h36, F-18, deuxième vague, top départ, que le ciel protège nos guerriers. L'équipe, je décroche pour aujourd'hui, mais j'ai un mauvais pressentiment. On est en train de faire une grosse connerie. 3 petits pourcents de notre commerce passe par Suez. Pour l'Europe, c'est 40%. Pourquoi la team USA doit faire le sale boulot? Je crois que pour la com, ça va être l'enfer de toute façon. Personne sait qui c'est maudits outils. Pete, si t'es sûr qu'il faut y aller, alors allons-y, bordel, mais ça me rend dingue de devoir encore sauver les miches de l'Europe. Monsieur le vice-président, je partage à 100% votre dégoût pour ces profiteurs d'Européens. C'est lamentable, mais Mike a raison. On est les seuls sur cette foutue planète qui ait les tripes et les moyens de faire ça. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on vient d'écouter là? Alors d'abord, il faut dire que ce petit dialogue est un extrait d'une conversation Signal sur laquelle des responsables américains, et notamment J.D. Vance, le vice-président, ont invité un journaliste par erreur, qui a donc fait fuiter la conversation. Écoutez, apparemment, ce journaliste a été confondu avec un officiel américain qui a les mêmes initiales que lui. La boulette. Mais bon, si on a pris le temps de vous faire une petite mise en scène de ce leak, c'est pas juste pour se moquer de l'amateurisme de l'administration Trump, c'est surtout parce que, en plus des questions de sécurité nationale que pose cette fuite, la conversation nous apprend beaucoup sur les tensions géopolitiques avec nos alliés. Et oui, la mer Rouge est une zone méga stratégique. Les bateaux marchands qui desservent l'Europe et l'Asie passent par le canal de Suez. C'est quand même beaucoup plus court que de contourner l'Afrique. Or, depuis quelques années, des forces armées houthis au Yémen, en solidarité avec la Palestine, ciblent les bateaux de commerce alliés à Israël, donc principalement des bateaux européens qui passent devant chez eux. Et quand il faut envoyer des avions de chasse pour assurer le passage, normalement, ceux qui le font, ce sont les Américains. Sauf que, comme vous l'avez entendu, ils en ont ras-le-bol de sauver les miches de l'Europe. La thèse qu'on va essayer d'éclairer aujourd'hui, c'est que ce ras-le-bol américain pourrait bien être un signal fort que la forme actuelle du capitalisme, le néolibéralisme, serait en train de mourir pour laisser la place à un capitalisme beaucoup plus ancien et belliqueux, le mercantilisme. Notre pays aime la finance magique. La finance magique, on peut toujours la déclarer. Il n'y a pas d'argent magique. Le gouvernement s'est auto-congratulé à 100 milliards d'euros. J'ai sauvé l'économie française. Il n'y a pas d'argent magique. Et si c'était la fin du néolibéralisme? Pas la fin du capitalisme, juste la fin du néolibéralisme, donc du logiciel capitaliste du moment. Pour bien comprendre toute cette histoire, il va nous falloir une analogie qui parle à tout le monde. Alors, imaginez que le capitalisme soit comme un genre de centre commercial. Vous y trouvez plein de boutiques qui se font concurrence, remplies de produits divers et variés. En cours d'économie, quand on apprend l'histoire du centre commercial capitalisme, on nous parle souvent des différentes politiques économiques, des différentes tactiques ou méthodes de gestion qui ont été employées par les gouvernements pour faire tourner leur boutique. Au 19e siècle, on pensait que les politiques n'avaient même pas besoin de méthode. Il suffisait de laisser faire les entreprises. On parle aussi d'ultralibéralisme. Des patrons qui se font concurrence et qui font advenir la loi du marché, c'est tout ce dont on aurait besoin. Le rôle des États se cantonnerait aux régaliens, police, justice, armée et rien d'autre. Donc pas de protection sociale, pas de politique industrielle non plus. Pas de politique industrielle, ça veut dire que rien dans les boutiques ne devait être produit ou vendu par les États. Voilà, on pensait que le capitalisme se régulait par lui-même. Mais à partir de 1945, donc suite à la crise de 29 qui mène à la Seconde Guerre mondiale, l'idée qui domine chez les économistes et les politiques devient que, en fait, il semblerait bien que l'État ait un rôle à jouer pour faire fonctionner le système. La tactique de gestion à employer dans les boutiques passe du laisser-faire au keynésianisme. Les États doivent intervenir à la fois dans le social, école publique, santé publique, protection sociale, mais aussi dans la production de richesses, entreprises publiques, politique industrielle et même carrément planification. Les patrons ne décident plus seuls de ce qu'il faut fabriquer dans la boutique, les politiques ont leur mot à dire. À ce moment-là, l'objectif des États, c'est la réduction du chômage, parce que les taux de chômage records de la crise de 29 sont encore dans tous les esprits. Mais finalement, la gestion keynésienne des boutiques entre en crise dans les années 70. Le chômage refait surface et il est accompagné d'inflation. Donc, on change à nouveau de tactique. On passe du keynésianisme au néolibéralisme. On se met à penser que l'État ne doit intervenir que dans le social, donc fini les politiques industrielles et la planification. Ce sont à nouveau les patrons qui décident de ce qu'il faut produire. Ensuite, l'État prend un rôle d'arbitre des marchés. Il doit s'assurer que la concurrence règne en brisant les monopoles. On voudrait pas qu'une seule entreprise vende tous les jeans du centre commercial. Et puis finalement, les États doivent aussi s'entendre entre eux pour favoriser le libre-échange. Donc la mondialisation du commerce et des flux de capitaux.
Ça veut dire que dans le centre commercial capitalisme, là, on essaie de rendre les frontières entre boutiques, entre États, aussi invisibles que possible pour les consommateurs et les investisseurs. Donc pas de droits de douane et possibilité pour les financiers, quelle que soit leur origine, d'investir dans n'importe quelle boutique. Pour finir, parce que la crise des années 70 était inflationniste, les États commencent à surveiller l'inflation en priorité, plutôt que le chômage. Donc, laisser faire, puis keynésianisme, puis, et c'est normalement la tactique actuelle, néolibéralisme. Mais, depuis 2016, donc sous Trump, Biden et puis à nouveau Trump, on a l'impression que les US ont encore changé de tactique. Déjà, ils remettent en question le libre-échange. Il y a des droits de douane qui sont apparus dans tous les sens. Ils protègent leur monopole, parce qu'on les a vus essayer de sérieusement démanteler leurs GAFAM. Ils mettent en place des politiques industrielles. Alors, ils cherchent à relocaliser des industries stratégiques. On peut penser aux microprocesseurs ou à la production d'énergie. Et puis, le Trump de 2025, là, avec ses tarifs douaniers massifs, il n'est pas du tout en train de lutter contre l'inflation. Au contraire. Ok, donc les US n'utilisent apparemment plus la technique néolibérale pour gérer leurs boutiques depuis au moins 2016. Mais en même temps, la Chine non plus n'utilise pas le néolibéralisme. On sait bien qu'elle intervient massivement dans son économie et qu'elle favorise le développement de monopoles. Quant à l'Europe, même si toujours très néolibérale dans sa manière d'agir, quand on regarde certaines recommandations qui sont faites pour son développement, on voit que ce sont pas forcément les méthodes néolibérales qui sont proposées. Le rapport Draghi, par exemple, dont on avait parlé dans une précédente vidéo, conseille plus de planification, donc d'intervention des États dans la production, et de champions européens, sous-entendu des monopoles ou des oligopoles. Conclusion, la tactique néolibérale de gestion des boutiques ne semble plus faire consensus dans le centre commercial capitalisme. Mais qu'est-ce qui pourrait le remplacer ? Et c'est là qu'on a trouvé très intéressante la thèse développée par Arnaud Aurin dans son livre « Le monde confisqué ». D'après lui, non seulement le néolibéralisme est sur la fin, mais ce qui le remplace, c'est pas simplement une nouvelle tactique de gestion. C'est une nouvelle tactique plus un changement des règles du jeu. Un peu comme si jusqu'ici, on avait tous fait de la boxe. Alors on se mettait des droites et des crochets là pour essayer de gagner. Les tactiques des participants avaient effectivement évolué, elles avaient changé de nom, ok. Mais aujourd'hui, on a commencé à se mettre en plus des coups de poing, des coups de tibia dans les jambes. Bon, il va falloir changer de tactique, ça c'est sûr, mais c'est plus profond que les changements précédents parce que on fait plus de la boxe. Maintenant, on fait de la boxe taille. On a changé de règles. Pour Aurin, il y a deux types de capitalisme qui chacun vient avec ses règles tacites. Le libéral et le mercantiliste. Jusqu'ici, on a parlé de tactiques de gestion dans les boutiques. Mais il y a aussi des règles non écrites qui régissent ces interactions entre les boutiques. Quand on joue au capitalisme avec les règles libérales, celles qui nous sont familières, les boutiques sont à entrée libre. Les objets sont vendus à un prix affiché, qui varie selon la loi de l'offre et de la demande, mais qui en gros est le même pour tous. Tous les clients sont traités de la même manière. Il n'y a pas de priorité d'accès au stock. Tant que tu peux payer, la boutique te vend avec le sourire. Dans le capitalisme mercantiliste, les règles sont très différentes. Les boutiques s'associent de manière plus ou moins égalitaire pour commercer entre elles. Il y a des gardes armés devant les portes et seuls certains clients sont autorisés à entrer. Les prix ne sont pas toujours les mêmes pour tous. Il y a une notion de hiérarchie. Les clients de rang inférieur peuvent devoir payer plus cher, attendre que les clients du rang supérieur soient servis, ou même être obligés, canon sur la tempe, d'acheter des marchandises dont ils ne veulent pas vraiment. Voilà, donc c'est toujours un centre commercial avec des boutiques qui vendent des trucs, mais juste, l'ambiance est une chouille plus tendue. Pour sortir de notre image de centre commercial, Aurin appelle ces alliances commerciales et militaires entre pays, qui sont parfois très inégalitaires, des silos impériaux. Des silos qui se font la guerre entre eux. Mais pas une guerre ouverte et généralisée façon guerre mondiale, plutôt une guerre commerciale. On essaie de s'approprier les ressources des autres. On met des barrières autour de ces entrepôts, on se tire dessus parfois, tout est bon pour affaiblir l'adversaire et donc il faut pouvoir se défendre. Pour Arnaud Aurin, dans notre manière contemporaine d'analyser le capitalisme et ses évolutions, on a eu tendance à se focaliser sur les changements de tactique utilisés dans la version libérale du capitalisme. C'est un peu normal, on a analysé le passé en partant du principe que nos règles actuelles, qu'on ne voit même plus tellement elles nous semblent évidentes, ont toujours été appliquées. Donc, on fait comme si le marché libre avait toujours été une règle indépassable. Mais pour Aurin, si on veut raconter l'histoire du capitalisme, il faut au moins remonter au XVIe siècle. Et entre le XVIe et le XIXe, pendant la première colonisation, le jeu du capitalisme se jouait avec les règles mercantilistes, c'est-à-dire des règles de marchands, qui avaient un intérêt à coloniser, piller, exploiter. Les mêmes logiques ont refait surface à la fin du 19e siècle jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, pendant la deuxième colonisation. Selon Aurin, on a joué avec les règles libérales un tout petit peu au 19e siècle, entre les deux colonisations, et surtout pendant toute la deuxième moitié du 20e siècle et le début du 21e siècle. Mais aujourd'hui,
c'est la thèse qu'il défend, le capitalisme marchand, le mercantilisme, serait à nouveau en train d'émerger. Ce qui nous fait passer d'un capitalisme libéral à marchand, toujours selon Orin, c'est notre rapport aux ressources. Quand on imagine qu'elles sont infinies, ou en tout cas qu'il y en a assez pour tout le monde, on est en mode capitalisme libéral. Les marchés sont libres, tout le monde peut commercer avec tout le monde, les prix sont libres aussi, c'est la rencontre de l'offre et la demande qui les détermine et le prix est le même pour tous. La croyance qui domine, c'est tout le monde peut maximiser son PIB dans son coin. Voilà. La croissance de l'un ne vient pas de la décroissance de l'autre. L'économie n'est pas un jeu à somme nulle. On se partage tous un gâteau, certes, mais sa taille augmente année après année. Mais et si, en fait, le gâteau ne pouvait pas grossir ? Et si pour croître, il fallait prendre aux autres ? Que plus de PIB pour moi, ça voulait dire moins de PIB pour les voisins. C'est ça l'idée que justifie le changement de règle vers celle du capitalisme marchand. Plutôt que de garder le terme mercantiliste, et pour être plus clair, Orin parle de capitalisme de la finitude. Bon, d'abord il faut revenir aux logiques du mercantilisme. Parce que même si certains l'ont peut-être déjà vu passer dans des livres d'histoire, dans un cours d'économie ou quelque part par hasard, la plupart du temps, ce que les gens savent du mercantilisme, c'est un petit paragraphe qui nous dit que dans les années 1600, les gens étaient un peu bébêtes, ils pensaient que ce qui rendait riche était de maximiser sa production intérieure et d'accumuler de l'or. C'est l'or. Plus loin dans le même livre, on apprend généralement que ce n'est qu'en 1817 qu'on a enfin découvert les logiques un peu plus logique de l'économie libérale avec David Ricardo et ses avantages comparatifs. David a pondu une jolie démonstration chiffrée, une histoire de vin et de drap, permettant d'affirmer que le libre commerce sans droit de douane est toujours bénéfique pour le plus grand nombre. Mais bon, les gens des années 1600 et 1700, avant Ricardo là, ils étaient pas plus bêtes que vous et moi. Ils faisaient ce qui était pertinent dans leur environnement à eux. La démonstration de Ricardo, bon déjà elle démontre pas grand chose, on vous renvoie vers la vidéo de Gilles Raveau qui en a parlé, mais c'est pas tout. Ricardo partait du principe que l'objectif du commerce devait être d'enrichir tout le monde. Mais si on est dans un contexte de rivalité permanente et de guerre, est-ce qu'on ne veut pas plutôt être en tout point plus riche, plus puissant et plus fort que l'autre ? C'est là que c'est peut-être pas mal de se plonger au cœur du monde mercantiliste, histoire de comprendre ses logiques, de comprendre pourquoi les gens faisaient ce qu'ils faisaient et pourquoi, généralement, c'était pas si bête. Donc nous revoilà en 1600. On est en pré-révolution industrielle. Les économies se spécialisent de plus en plus. On peut notamment citer l'exemple du Royaume-Uni, qui se couvre de moutons au point de produire plus de laine que sa population ne peut en utiliser. Cette spécialisation est très efficace, elle permet de produire vite, mais elle rend aussi les producteurs dépendants de ceux qui peuvent transporter leur production pour la vendre ailleurs. Sinon, ils ont juste trop de moutons. Donc, il faut avoir des bateaux, des caravanes, des routes, des entrepôts, etc. Bref, toutes ces choses qui font qu'une marchandise peut aller en masse d'un point A à un point B, afin de transformer ce trop-plein de moutons en importation de thé, de sucre, d'épices, de vin, et tout ce qui peut rendre la vie tolérable dans cette contrée hostile qu'est le Royaume-Uni. Les marchands deviennent essentiels et ils commencent à s'enrichir sérieusement. Mais leurs entreprises commerciales sont en train de changer avec l'extension de routes maritimes entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Ça les oblige à créer des comptoirs sur les côtes africaines et indiennes. Ces comptoirs sont des entrepôts pour ravitailler les navires et les équipages. Ils sont rarement établis avec le consentement éclairé de la population locale, donc il faut imaginer des ports forteresses armés. D'abord pour se protéger des autochtones, et puis pour les dominer et les faire travailler dans des industries pour ravitailler les navires ou pour produire des marchandises comme du sucre, du thé ou des épices. On peut ici mentionner l'exemple de la Compagnie française de l'Orient qui, depuis le fort Dauphin, exploitait l'île de Madagascar ainsi que celle de la Réunion. Mais les armes des marchands ne sont pas uniquement dirigées vers les populations locales. Bah oui, parce que tout le monde est un petit peu en guerre avec son voisin. Prenons la France par exemple, en guerre contre les Anglais. Elle doit forcément mettre des canons et des soldats sur ses navires marchands pour les protéger. Et pour y arriver, plutôt que d'intervenir directement, on peut faire passer une loi qui dit que le marchand français qui capture un bateau britannique a le droit de revendre la marchandise en France légalement. Conséquence, intercepter les navires anglais devient une source de profit. Les marines marchandes s'arment d'elles-mêmes. Et là, on voit bien que le mercantilisme est un capitalisme où il est logique que les marchands soient puissants et armés. Mais du coup, dans un monde où on peut se faire intercepter ces bateaux de commerce, les compagnies marchandes et les États qui sont derrière ont tout intérêt à en faire des monopoles géants et tout-puissants. Si je suis une petite PME avec 5 bateaux et que j'en perds un, je fais faillite. Et puis de toute façon, j'ai pas les moyens de me payer des gros canons et des mercenaires pour me protéger ou même attaquer. Mais si je deviens une méga entreprise géante,
bah là c'est bon. Je peux me permettre de perdre un bateau de temps en temps et d'armer ma flotte. C'est la période des compagnies des Indes orientales. Chaque État-nation colonial va lancer son entreprise, qui a un monopole voulu par l'État, pour commercer avec l'Inde ou d'autres territoires. Les Pays-Bas, l'Espagne, la France, le Danemark, la Suède ont chacun une entreprise, chacune a un monopole national et cherche à dominer les autres. Mais qui dit marchand en position de monopole dit industriel, producteur, agriculteur et aussi consommateur qui leur sont soumis. Donc prix bas pour les fournisseurs et élevé pour les consommateurs. Et marge déraisonnable pour les marchands. Mais c'est pas un problème pour les gouvernements, puisque le but, c'est de gagner la compétition internationale, donc c'est la vie, hein. Et cette période de mercantilisme-là, Arnaud Aurin nous dit qu'elle s'arrête dans les années 1820, quand le Royaume-Uni va finir par gagner la guerre commerciale. Ce qui s'est passé, c'est que sa compagnie des Indes orientales, dont les comptoirs se sont transformés en État-entreprise qui contrôle et exploite l'Inde, qui la force à produire de l'opium et qui est ensuite revendu en Chine, cette compagnie, elle est devenue hégémonique. Elle a tellement de thunes que plus personne ne peut rivaliser et n'a intérêt à avoir de navires trop armés, sinon c'est toute la puissance de la Navy britannique qui sort ses drapeaux et vous fonce dessus tel un gros pigeon. Mais bon, aujourd'hui, on n'est plus à l'époque du commerce de l'épice, de l'opium, de la soie et de personnes esclavagisées par millions. Donc l'idée c'est pas de dire qu'on s'en va vers un mercantilisme tout pareil qu'à l'époque, qu'il faut acheter un bateau en bois, des canons, se mettre un couteau entre les dents et lancer sa start-up de corsaire. L'idée c'est plutôt de retenir les grandes logiques du capitalisme mercantiliste, du capitalisme de la finitude comme dirait Aurin. Première logique. Les pays ne cherchent pas l'enrichissement du plus grand nombre, comme dans la version libérale du capitalisme, au contraire, ils cherchent l'enrichissement relativement aux autres, pour gagner la guerre commerciale et s'approprier des ressources perçues comme insuffisantes. Deuxième logique, la concurrence au sein même d'un pays, pour protéger les consommateurs, n'est plus pertinente. Au contraire, on veut des monopoles puissants pour se bagarrer avec ceux des voisins. Enfin, troisième logique, puisqu'il n'y a pas de force militaire suprême pour assurer la police des mers, il faut armer ces navires marchands pour ne pas se les faire intercepter. Et c'est en comprenant ces différentes logiques et en regardant comment elles s'articulent aujourd'hui qu'on peut mieux ajuster notre grille de lecture, celle qui va nous permettre de voir la transition que décrit Arnaud Aurin. La première logique du mercantilisme à l'œuvre aujourd'hui crève l'écran. America First. Est-ce qu'il faut vraiment en dire plus ? Bah possiblement ouais, c'est mieux. Bon, les idées très libérales de l'enrichissement global, du recul de la pauvreté dans le monde, ça fait un moment qu'on n'en entend plus parler. Aux États-Unis, on voit bien que la priorité, c'est leur enrichissement personnel, pas international. En Europe aussi, le Covid et la guerre en Ukraine ont montré que les chaînes de production mondialisées et le libre marché ne permettent pas toujours d'avoir autant de masques, de médicaments ou de pétrole qu'on veut. Et donc, il y a quand même des limites à l'efficacité du libre-échange et de la mondialisation. On l'a entendu de partout, il faut relocaliser la production. C'est peut-être un signe que la première logique se renforce. On veut produire chez nous en priorité. On n'a plus autant confiance en les autres. On dit pas encore qu'on veut ou qu'on doit s'enrichir plus vite qu'eux, ni même à leurs dépens, mais les formulations vont peut-être évoluer. À surveiller de près. La deuxième logique, on en a déjà largement parlé en début de vidéo, c'est de se désintéresser de la concurrence des marchés. D'abord, on peut mentionner les taxes douanières américaines, mises en place sous le premier mandat de Trump, maintenues sous Biden, et qui changent tous les 2 jours depuis la réélection du premier. Comme tout ce qui est fabriqué à l'étranger coûte plus cher à acheter à cause des droits de douane, ce qui peut rendre les consommateurs furieux, tout ce qui est fabriqué localement devient moins cher. Donc ça protège les industries nationales et ça incite, alors modulo la possibilité de le faire et le temps que ça prend, à en créer. La Chine, elle est en avance là-dessus. Son capitalisme n'a jamais été libéral et favorise ouvertement les monopoles de groupes commerciaux très proches de l'État. La technique chinoise, c'est l'État aide au financement de plein de startups dans un secteur donné, elles se battent entre elles à coup d'innovation pour survivre sur le marché chinois, et celle qui sort victorieuse devient un monopole ultra balèze soutenu par le régime qui peut désormais aller se frotter aux multinationales américaines ou européennes. C'est comme ça que la Chine a fait émerger ses champions dans les domaines des panneaux solaires ou des voitures électriques. Mais on peut aussi citer l'exemple de Cofco, géant chinois céréalier qui possède des exploitations au Brésil et qui, plutôt que de vendre sa production au plus offrant sur le marché mondial, rapatrie le tout en Chine pour le vendre exclusivement là-bas. Voilà l'exemple d'un monopole national qui, plutôt que de chercher le profit maximal, travaille à réduire la dépendance de la Chine aux céréaliers américains. L'Union européenne,
elle aussi s'y met. Ce que pointe Arnaud Aurin, c'est qu'il y a chez nous une fascination pour le modèle Airbus, une entreprise monopolistique de l'aéronautique à l'échelle de l'UE, qui s'impose de plus en plus par rapport à un Boeing qui galère un peu en ce moment. Les appels à faire des Airbus du ferroviaire, des batteries, de l'IA ou d'autres choses deviennent omniprésents. Donc même en Europe, temple du néolibéralisme et de la concurrence, il y a bien une volonté affichée de créer des monopoles. Bref, personne n'y résiste, chacun des gros blocs commerciaux ont ou veulent créer leur monopole chez eux, dur à expliquer avec une idéologie libérale, mais par contre, c'est tout pile dans la logique du mercantilisme. L'autre logique bien visible, c'est la militarisation des marines marchandes, qui a commencé d'abord en réponse à une augmentation assez sensible de la piraterie avant 2008, mais qui continue depuis. Par exemple, la Chine utilise de plus en plus des bateaux de pêche de manière assez offensive. Par exemple, une centaine de ces navires vont venir entourer un petit îlot philippin, un allié américain, pas de filet de pêche, pas d'émission de signal anti-collision, et du coup parfois quelques malheureuses collisions avec des navires de ravitaillement. Ah mince, c'est pas de chance, hein. La Russie aussi a utilisé des navires marchands de manière offensive. Il suffit de lâcher l'ancre au-dessus d'un câble sous-marin, de laisser racler bien au fond là, et puis oh bah mince, on a accidentellement coupé un câble. Pour finir, vous avez l'invention et des discussions de plus en plus fréquentes sur l'usage de missiles conteneurisés. Alors c'est tout bête, hein, vous avez un navire marchand avec ses 3000 conteneurs dessus, il a l'air d'être tout normal, il navigue peinard. Et en fait, tout d'un coup, Transformers, dans les conteneurs il y a des missiles, sur les côtés il y a des tourelles, piou 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 piou. Touchez coulé, moussaillon. Bon bref, c'est pas très libéral tout ça. C'est là qu'on en revient à notre dernier point. D'après Aurin, tout ça émerge quand la suprématie navale de la police des mers est affaiblie. Les États-Unis ont depuis 1946 la suprématie maritime, c'est eux la police des mers. Pour rétablir la sécurité des flux commerciaux menacés en 2023 par des attaques outils qui visent des navires de commerce, les USA répondent avec une opération militaire. Jusque-là, c'est du classique. Comme l'a décrit Arnaud Aurin, c'est une opération de fluidification du commerce global. Le nom de l'opération militaire lui donne raison. Gardien de la prospérité. Cela dit, l'opération ne suffit pas et se pose la question d'en relancer une début 2025. Et c'est là qu'on arrive à la conversation ultra pas secrète du tout de l'intro. On se rend compte que le gouvernement américain, par la voix de son vice-président Jay Lee, a considéré ne pas renouveler cette opération, puisque selon lui, seul 3% du commerce américain est impacté. Alors, ça veut dire que le vice-président des États-Unis, le numéro 2, ne veut pas faire la police des mers. Donc certes, ils ont quand même lancé l'opération, ils ont envoyé leurs missiles, ils ont tué au moins une 50aine de personnes. Alors déjà, pas sûr que ce soit la meilleure méthode pour régler le problème. Cela dit, les mots du vice-président américain peuvent tout à fait être interprétés comme un signal que demain, l'armée américaine ne protégera peut-être plus une route commerciale essentielle aux Européens. Et il faut bien comprendre que la France est dans la même situation que l'Angleterre des années 1600, qui a plus de moutons qu'elle en a besoin, et qui est donc obligée d'exporter. Autant j'aime bien le vin, et moi aussi. Mais si pour maintenir l'économie française à flot, on compte uniquement sur les Français pour acheter et boire les 100 bouteilles produites par an et par personne, on risque d'être quand même sacrément bourré. Après, l'avantage, c'est que ce sera pas un problème sur la route puisqu'il y aura plus d'essence. Par contre, niveau cirrhose du foie... Bon, pour maintenir le commerce au-delà des frontières et éviter ce risque d'effondrement économique, il faut donc avoir une confiance absolue dans le rôle de police des mers des Américains. Mais alors vraiment absolue. Ou alors, il faut être capable de protéger ces routes commerciales soi-même. On retrouve d'ailleurs ces considérations dans le sous-texte de différents rapports produits par l'UE, notamment dans le rapport Ninisto en 2024 ou Preparedness 2030, qui évoque le besoin de coopération militaire entre les pays de l'UE sans forcément passer par le cadre de l'alliance de l'OTAN, dirigée de fait par les États-Unis. Et puis à ça, il faut ajouter que la suprématie navale militaire américaine est quand même remise en question puisque, premièrement, on a vu que les bateaux de commerce peuvent devenir des armes offensives, or les US ont 2 fois moins de navires que la Chine. Deuxièmement, ils ont quasiment 0 capacité de production. Les principaux chantiers navals spécialisés dans les bateaux de commerce sont en Asie, Chine, Corée du Sud, Japon, Vietnam et Philippines. Et troisièmement, c'est désormais la Chine qui compte plus de navires militaires que les États-Unis, 234 contre 219. Finalement, avec tout ça, on retrouve plein de logiques mercantilistes du passé. On voit
que les discours libéraux de l'enrichissement de tous ne sont plus très présents, qu'il y a un regain d'intérêt pour les monopoles proches de l'État pour lutter contre ceux des autres nations, que le flou grandit entre les marines marchandes et les marines militaires, que le parti au pouvoir aux États-Unis, ancien champion du capitalisme libéral, ne semble pas complètement convaincu qu'il faille utiliser son armée pour faire la police des mers et que de toute manière sa suprématie maritime est de moins en moins évidente. Donc vous voyez bien pourquoi le livre de Arnaud Orin nous a intéressés. Parce qu'il permet de comprendre comment, tout en restant dans le capitalisme, on transiterait vers des règles du jeu où il n'est plus question de libre marché. On irait vers un capitalisme de la finitude, où les prix ne sont pas les mêmes pour tous, où l'accès aux ressources peut être bloqué par des murs ou des missiles, où on commerce surtout avec ses amis, ses vassaux, voire carrément ses colonies. Ce sont les fameux silos impériaux. La logique dominante serait tournée vers l'accaparement des ressources rares, que ce soit du pétrole, des produits agricoles, des minerais ou du travail humain. Encore une fois, on serait toujours dans le capitalisme. On garde des entreprises détenues par des capitaux privés dont l'un des buts principaux est de faire du profit, mais avec un rapport au commerce belliqueux, agressif et armé, et une concurrence qui s'exercerait davantage entre les alliances commerciales plutôt que entre les entreprises au sein des pays. Mais, et alors ? Ok, peut-être qu'on bascule vers un monde où on joue au capitalisme avec les règles mercantilistes plutôt que libérales. C'est intéressant de comprendre ça parce que, si c'est vrai, décrypter le monde va nécessiter de s'intéresser à des indicateurs différents. Mais concrètement, qu'est-ce que ça risque de changer pour le commun des mortels ? Alors, la première chose, c'est qu'historiquement, Arnaud Orin décrit un capitalisme de la finitude qui vient avec un système d'exploitation encore plus vénère que le capitalisme libéral. Puisqu'on passe en mode « on est persuadé qu'il n'y aura pas assez de ressources pour tout le monde », eh ben ça devient beaucoup plus facile de justifier des discours du type « alors oui, on exploite, oui, on appauvrit les autres, mais que voulez-vous ? On ne fait que défendre nos acquis. Après tout, notre mode de vie n'est pas négociable. » Et oui, le capitalisme de la finitude, historiquement, ça coïncide avec l'exploitation coloniale. Les silos impériaux, donc les alliances entre pays en période de guerre commerciale, ce sont essentiellement des empires qui s'approprient les ressources de leurs colonies à grands coups d'esclavagisme et de pillage. Et même si un retour du colonialisme au XXIe siècle prendrait certainement une forme différente, il faut craindre des retours en arrière importants dans des domaines comme la sécurité au travail, le droit du travail ou la protection sociale. C'est ce qu'explique l'historien Quinn Slobodian dans une interview pour Eurozine quand il parle de Trump et de ses menaces d'annexion. Quand il y a des discussions sur le fait de s'emparer du Groenland ou du Panama, les gens s'imaginent que ces pays deviendraient les 51e et 52e États. Mais l'histoire nous enseigne qu'il y a de nombreuses autres possibilités. Je prédis qu'un compromis sera trouvé au Groenland et peut-être aussi au Canada, où des traités inégaux permettront des accords avantageux pour les opérateurs américains de stations de réception satellites ou des entreprises d'extraction de terres rares dans le nord du Groenland, ce qui, une fois ces intérêts satisfaits, fera disparaître le besoin d'une colonisation pure et simple. Vous voyez l'idée, pas besoin d'occuper le territoire qui intéresse la superpuissance. Elle signerait juste un accord totalement inégal qui lui permettrait de récupérer le contrôle de la zone géographique ou de l'infrastructure dont elle a besoin. On peut de nouveau citer Quinn Slobodian, qui cette fois fait référence au deal que Trump veut passer avec Zelensky. L'accord sur les minéraux en Ukraine rappelle l'Angleterre et l'Égypte en 1882, où, à la suite d'un conflit ou d'une mauvaise gestion, une grande puissance intervient non seulement pour prendre en main un rôle de tutelle, en obtenant au passage des concessions extrêmes, mais se décharge aussi d'un grand nombre d'obligations fondamentales de protection des citoyens, leur prise en charge, voire même leur sécurité. C'est de la pure diplomatie de la canonnière, façon 19e siècle, de l'intimidation. L'autre souci du potentiel retour du capitalisme de la finitude, c'est la mise au second plan des enjeux liés aux libertés et au bien-être des individus. La grandeur de la nation deviendrait un objectif bien plus important que le bien-être des citoyens. Bon, et puis j'imagine que vous commencez à sentir venir le truc. Si l'objectif c'est la grandeur de la nation, ben tout ce qui pourrait venir menacer cette perception de grandeur va avoir tendance à être réprimé. Pensez à la liberté de la presse par exemple. Le journalisme d'investigation, c'est-à-dire dénicher les scandales d'État, les mauvaises pratiques commerciales des grandes entreprises, hop, ça dégage. Les opposants politiques deviennent anti-patriotiques. Les secrets industriels deviennent des secrets d'État inviolables. La police et la justice finissent par plier devant les intérêts stratégiques et supérieurs des entreprises nationales. La pente devient vite super glissante. Trump l'a très bien résumé dans un tweet. « He who saves his country does not violate any laws ». C'est une citation de Napoléon, héros de la démocratie et de la liberté des peuples, comme chacun sait. Et donc en français dans le texte, ça donne « Celui qui sauve sa patrie ne viole aucune loi ». Tout est dit. Alors, tout
tout est dit, mais on rappelle que tout ce que nous avons développé là, c'est basé sur un livre qui est certes très intéressant, très travaillé, mais ça reste un essai proposé par un intellectuel qui cherche à comprendre ce qui se passe dans le monde depuis quelques années. Notre but ici, c'est pas d'annoncer l'inévitable montée en puissance d'un capitalisme mercantiliste, mais plutôt de prévenir. Il faut pas tout analyser par le prisme du néolibéralisme. On a besoin d'autres grilles de lecture pour comprendre ce qui se passe. On vous en a présenté une aujourd'hui. Et on a besoin de ces grilles de lecture pour résister aux bons endroits, pour se sentir en désaccord ou se sentir révolté par les bonnes informations. Par exemple, perso, moi, avant la lecture du livre de Orin, si on m'avait parlé de lance-missiles sur des porte-conteneurs, j'aurais dit oui, bon, ok, on a peut-être d'autres priorités que de s'inquiéter de ça. Maintenant que je comprends ce que ce genre d'information peut potentiellement annoncer, eh ben, ça fait réfléchir, quoi. Et ça fait réfléchir notamment à ce qu'on pourrait proposer comme alternative politique progressiste si on a effectivement affaire à un capitalisme mondial qui dérive vers le mercantilisme. S'il faut s'associer pour former un silo impérial, il faut faire attention à la hiérarchisation des pays au sein de cette alliance. Pas question de refaire le coup des colonies par exemple. Pas question de faire valoir une préférence nationale. Il faut qu'on puisse s'allier entre égaux, harmoniser le droit des travailleurs autant que possible et travailler activement à réduire les inégalités entre les pays alliés. Vous voyez l'idée ? Si on a une idée de ce qui vient, on peut mieux s'y préparer. Après, peut-être que les règles mercantilistes, si c'est bien ce vers quoi on se dirige, peuvent nous aider à faire la transition écologique. Parce que l'enjeu de la transition, comme il faut se passer des ressources fossiles, c'est l'autonomie énergétique. Or ça, c'est un objectif central dans le capitalisme mercantiliste. Il ne faut surtout pas dépendre d'importations régulières et systématiques de gaz russe ou de pétrole américain. Il faut pouvoir produire sa propre énergie. Et là, boum, l'installation d'éoliennes et de panneaux solaires devient un enjeu stratégique majeur. Bon, alors c'est vrai que l'autre enjeu majeur, c'est de foutre des missiles un peu partout. Ce qui est un peu moins... voilà. Autre élément qui se marie bien avec les règles mercantilistes, la sobriété. Si on doit commercer avant tout avec nos alliés et que certaines ressources sont appropriées par d'autres alliances, bah alors il faudra faire avec ce qu'on a. À se demander, enfin, plutôt qu'être obsédé par la croissance du PIB, ce dont on a réellement besoin. Après, si le gouvernement qui décide de ça est autoritaire, non démocratique, raciste et s'intéresse avant tout à la grandeur de la nation, ça pourrait ressembler à une sobriété très inégalitaire, avec des nantis qui vivent leur meilleure vie au sommet et un paquet de gens qui triment en dessous. Bref, ça pourrait ressembler au 19e siècle, quoi. Donc, attention. Et en même temps, c'est d'ailleurs une hypothèse d'Arnaud Orin, le 19e siècle, c'est la naissance du socialisme et du mouvement ouvrier. Quand les plus riches oppressent fortement les masses, que ça devient trop visible et insupportable, eh ben, les masses contre-attaquent. Bon, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à suivre nos chaînes respectives pour plus de contenu économique, et si vous voulez qu'on continue à vous fournir des grilles de lecture, eh ben n'hésitez pas à soutenir des médias indépendants comme Blast. Et nous, on se retrouve le mois prochain. Et en fait, non, Transformers, en fait, les conteneurs, il y a des missiles dedans, et sur les côtés, j'ai des tireurs laser. Non, j'ai fait un peu énorme, je crois. Non, c'est très bien. Ok. Et même qu'il y a un bouclier magnétique.